Bonjour ou rebonjour à tous, donc bonjour pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, rebonjour pour ceux qui ont vu la vidéo précédente que je viens de tourner là juste, précédemment. Donc là, j'aimerais vous parler de l'autodidaxie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, commencez par aller voir, voilà, ça sera peut-être un premier pas pour vous vers l'autodidaxie, ça pourrait être peut-être pas mal. Donc grossièrement, qu'est-ce que c'est? Alors je suis désolé, peut-être que je vais dire quelques petites conneries, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis, des trop grosses conneries. Pour moi, l'autodidaxie telle que je la connais, c'est d'apprendre par soi-même. C'est-à-dire, hem, voilà, ne pas dépendre d'explications, de consignes de quelqu'un pour, comprendre le fonctionnement de quelque chose. Donc pourquoi est-ce que c'est super important et pourtant personne n'en parle? Parce que c'est ça qui va permettre d'accroître en fait votre, résilience. Parce que la résilience, on va le définir très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de savoir, rebondir, donc si jamais vous avez un souci, de trouver un plan B, ou d'avoir prévu quelque chose, en plan B pour pallier à ce souci ou alors improviser quelque chose, bah, pour vous en sortir tout simplement. Donc voilà ce que c'est que la résilience en gros, c'est, le fait d'être, un minimum débrouillard en gros, hein. Voilà pour le résumer, grossièrement, c'est, être débrouillard et se démerder avec ce qu'on a pour, s'en sortir. Voilà. Donc à partir de là, pour moi ça me semble logique que le fait d'être autodidacte est un gros avantage pour être résilient. Je vais vous parler un petit peu de moi pour que vous puissiez un petit peu comprendre où est-ce que je veux en venir. Bon, vraiment, je fais encore une fois, c'est pas pour que les gens se lamentent sur moi ou quoi que ce soit, hein, je m'en contrefous. C'est vraiment pour vous donner un exemple concret. Bon, je suis pas un fils de riche, hein, loin de là. Mon père n'a jamais quasiment bossé, donc bon, de son côté, il y avait pas d'argent et ma mère, a toujours fait ce qu'elle pouvait, pour me nourrir, moi et ma petite sœur, voilà, pour qu'on ait, tout ce dont on a besoin, bon, même si parfois c'était compliqué. Donc depuis tout gamin, en fait, bah, je me suis souvent retrouvé, comme par exemple, on va prendre un exemple de l'école, face à, par exemple, bah, des copains, des copines qui ont un nouveau jouet. Voilà, sauf que le souci, c'est que moi, j'avais pas d'argent pour acheter ce super jouet qui valait 15-20 € pour un bout de plastique. On va prendre l'exemple des toupies Beyblade, hein, que quasiment tout le monde a connu, tous les gens de mon âge. Et puis pour les plus vieux, bah, c'est sûrement vos gosses qui ont dû vous faire chier pour en avoir. Donc ces toupies Beyblade, moi, j'avais pas les thunes pour en acheter. Donc beh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement, regardé dans chez moi, hein, dans ma maison, dans ma chambre, dans mes affaires, ce que j'avais et bah, avec mon petit cerveau, je me suis dit: «Mais alors comment est-ce que je pourrais faire pour, heu, pour jouer aux toupies Beyblade, pardon, sans avoir de toupies Beyblade?» Donc parce que ça me fait toujours rigoler parce que j'y pense souvent à ce petit bricolage. Je pense que c'est l'un de mes premiers. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de solutions, plein de plans B des plans B, des plans C, des plans D, de tout ce que vous voulez pour trouver, voilà, pour être un petit peu résilient. Et en fait, ce que j'avais fait, j'avais pris un gros, vous savez, les gros bidons pour faire du canoë là, parce que ma tata faisait beaucoup de canoë et elle récupérait les bacs comme ça, puis elle m'en passait. Au moins, je mettais mes jouets dedans et puis, ça me permettait de les stocker de manière un peu plus, pratique. Et en fait, ce que j'avais fait, j'avais pris le couvercle. Donc pour les gens qui ne connaissent pas les Beyblade, en fait, c'est des petites toupies qui vont se battre entre elles dans une espèce d'arène. Donc en gros, c'est une sorte de cercle, hein, un peu concave, dans lequel on va balancer les toupies, puis c'est une arène, en fait. Voilà, c'est une arène où les toupies se combattent. Et en fait, j'avais pris justement le couvercle de ce bac pour, bah, faire une arène Beyblade, et au moins, voilà, déjà, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, déjà, j'ai mon arène», donc je l'ai décoré et tout. En plus, ça m'a coûté zéro parce qu'en vrai, les arènes Beyblade, ça valait 15-20 €. Enfin, c'était, un gros foutage de gueule, hein. Donc déjà, moi, j'avais une arène à zéro. Et après, qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que j'avais pris des parasols de jouets, que j'avais, coupés et retournés. Enfin, j'avais fait un micmac et au final, à l'envers, dès que je les faisais, dès que je les lançais, en fait, les parasols, ça faisait des toupies et comme ça, j'ai réussi à faire mes premiers combats de toupies, sans toupies, avec des parasols et un bac
et un bac de canoë. Et après, plus tard, pour vous donner un autre exemple, on avait des amis suisses qui nous ont donné un vieil ordinateur, parce que nous, on ne connaissait pas l'informatique, on n'avait jamais eu d'ordinateur à la maison. Je crois que si mon père, il avait eu un Mac, c'était les tout premiers, les transparents, là, les bleus turquoise. Enfin bref, chez moi, je n'avais pas d'ordinateur, j'avais pas internet, tout ça, je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai commencé sur un vieux Windows 98. Je crois qu'il avait 4 gigas de disque dur, 225 mégas de RAM. Enfin, c'était une vraie rougne. Et en fait, ils m'ont donné. Et puis, genre, voilà, un jour, je suis arrivé à la maison, il y avait un ordinateur dans la maison, mais je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait, surtout que mon père fonctionnait sur Mac. Bon, maintenant, il a changé parce que Mac, c'est. Je suis désolé, hein, mais c'est nul, hein. Surtout que c'est les mêmes pièces que dans les autres ordinateurs, hein. Donc, voilà. Il y a pas trop d'intérêt, à part peut-être installer Windows ou Linux dessus. Sinon, moi, je vois pas trop l'intérêt. Bon, je vais mettre les gens de Apple à dos déjà. Et voilà, je me suis retrouvé face à un ordinateur que je ne connaissais pas, que je ne savais pas utiliser. Et voilà, j'ai réussi à acheter quelques jeux pas sur Internet, je suis bête. Dans les magasins d'occasion, des trucs pas chers, genre Age of Empires, des conneries du genre. Mon cousin m'avait filé plein de jeux parce que lui, il aimait bien pirater des jeux sur l'ordinateur et il me les passait. Et bon, c'était pas des jeux de ouf, hein. N'imaginez pas que c'était Cyberpunk 2077, hein. C'était loin de là, c'était vraiment des trucs de merde, hein. Enfin bref. Et moi, je ne savais même pas comment on installait un jeu, comment fonctionnait un ordinateur, comment fonctionnait Windows. Et en fait, c'est le fait d'être tout seul comme un con face à un objet qu'on ne connaît pas. Et en fait, dans ce moment-là, en fait, on n'a pas le choix. C'est soit on éteint l'ordinateur, on se barre, on va jouer aux billes et, et on loupe un truc peut-être. Soit on se creuse un peu les méninges, on fouille, on teste, on expérimente sur l'ordinateur, et puis on voit ce que ça donne, on essaie de se balader dedans pour voir un peu qu'est-ce qu'il propose comme option, voilà, vraiment comprendre les mécaniques de l'ordinateur. Et c'est ce que j'ai fait, donc je passais mes soirées à fouiller Windows. Alors j'avais pas internet, hein, c'était vraiment, il y avait juste, je m'amusais dans Windows, hein. C'était mon jeu, vraiment, pour moi c'était un truc de dingue. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai tout seul appris à installer un jeu, désinstaller un jeu, comprendre comment fonctionne un système. Donc il y avait comme quoi il y a une partie mémoire qui permet de stocker des données, que ce soit des jeux ou autres. Donc je mettais de la musique, quelques petits trucs, voilà, c'était manière de. Moi je m'éclatais, hein. Bon, c'était pas extraordinaire, mais. Et en fait, c'est comme ça que je pense que je suis devenu autodidacte. C'est vraiment en étant face à un objet, sans mode d'emploi, sans personne pour m'aider, parce qu'il y avait vraiment personne. Il y avait ma mère et ma petite sœur qui avaient 1 an. Donc forcément, c'est pas ma mère qui allait m'expliquer comment utiliser Windows. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai appris par moi-même et que j'ai toujours gardé en fait cette débrouillardise qui me permet, face à quasiment. Vraiment, c'est ça, plus je pense aussi l'imagination. Donc encore une fois, c'est l'imagination, on la développe et ça fait partie de l'autodidactie, ça fait partie de la résilience pour moi. L'imagination, c'est super super important, il y en a beaucoup qui le négligent. Ils pensent que juste avoir un couteau, avoir un flingue, ça suffit. Non, non, non. Si derrière vous n'êtes pas imaginatif, ça va vous servir à rien, vous n'allez pas vous démerder. Par contre, un mec avec un bout de ficelle, 2 bouts de scotch, qui a une imagination de dingue, et qui imagine des systèmes, qui s'y connaît un minima, hein, vraiment un minima dans la mécanique, dans la physique, le mec il va s'en sortir 100 fois mieux que vous et il va vous fabriquer un truc de malade. Et ça se vérifie encore aujourd'hui sur les champs de bataille. Sur les champs de bataille, ceux qui gagnent, c'est les plus malins et ceux qui bricolent, ceux qui inventent des nouveaux trucs. Et c'est ceux-là qui gagnent. C'est pas ceux qui sont armés lourdement avec des trucs bêtes. Comment dire? Et en plus de ça, ils ont été formés sur ces objets-là de manière très carrée. Voilà, très, comment dire? Pas cartésien, mais voilà, on leur a dit: «Ça fonctionne comme ça peut pas fonctionner autrement». Non. Non, 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 justement, c'est ça qui va faire que vous allez être complètement nul en résilience. Moi, je vous déconseille au maximum d'acheter plein d'objets. Il faut acheter le minimum, c'est sûr. Pour bivouaquer, il faut une tente, il faut un duvet, ça c'est clair. Mais arrêtez d'acheter des gadgets qui ne servent à rien. Faites travailler votre imagination. Travaillez un petit peu avec vos mains.
En fait, c'est ça, faut être débrouillard. Faut être débrouillard. Donc moi, depuis tout gamin, je bricole parce que j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans les motos, dans les vélos, dans les bagnoles. Donc j'ai vu qu'il fallait bricoler. J'ai bricolé. Et je m'éclate toujours autant. C'est pour ça que j'aime autant bricoler. C'est pour ça que j'aime autant fabriquer des trucs incongrus mais qui fonctionnent. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il y a les gens qui sont formatés à utiliser un objet de telle manière et qui vont vous dire, parce que ça, vous allez l'avoir tout le temps, non, tu ne peux pas utiliser cet objet d'une autre manière. Ça fonctionne comme ça et pas autrement. Ces gens-là, il faut bien vous dire dans votre tête qu'il faut les emmerder. Il faut les emmerder, il faut les ignorer, et il faut dire... Et en fait, il faut faut un petit peu aimer les faire chier aussi, en leur disant, ok, tu penses que ça ne peut pas fonctionner comme ça, et ben moi, je vais te prouver l'inverse. Et là, il faut se creuser les méninges, il faut trouver une solution pour lui montrer qu'en fait, il avait tort, qu'en plus de l'utiliser d'une certaine manière, on peut l'utiliser d'une autre manière, on peut faire d'autres trucs avec. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui va faire que vous allez être vraiment résilient. Pour moi, la vraie résilience, c'est le fait de récupérer des vieux trucs dans des poubelles et d'en faire un truc super utile, plutôt que d'acheter et de stocker du matériel que vous n'allez jamais utiliser ou presque, que vous ne savez pas utiliser parce que vous ne l'avez même pas fabriqué par vous-même et qui va être fait pour être cassé. Parce qu'il faut bien se dire aujourd'hui, malheureusement, que la résilience, c'est juste devenu un business. Au même titre que la permaculture, que les énergies vertes, que je sais pas moi, la spiritualité, tout ça, c'est devenu un business et il faut en sortir. Je dis pas qu'il faut plus rien acheter, mais acheter le minimum. Pour moi, un vrai résilient, ça va être un mec qui a un garage avec des outils, qui a de l'imagination, qui est un minimum autodidacte et qui va pouvoir fabriquer dans son garage, avec de la récup, tout et n'importe quoi. C'est pas moi, il a besoin d'une canne à pêche, et ben il va prendre un bambou, il va essayer de trouver de la corde la plus résistante possible, où il va la fabriquer, et il va fabriquer un hameçon avec, je sais pas moi, j'avais déjà vu ça. Avec ça, on peut faire un hameçon par exemple, ou avec un fil de fer. Tout est possible, il faut juste avoir de l'imagination, et c'est ça qui va faire que vous allez être résilient. Parce qu'il faut arrêter aussi de croire que si un jour ça s'effondre, eh ben vous allez garder votre stock de matériel qui valent une fortune parce que c'est de la marque ou parce que ça vaut cher tout simplement, et que vous allez l'utiliser sur 20, 30, 40 ans pour être résilient. Déjà, il y a une première règle. C'est la suivante. Et en plus, ça peut se vérifier quasiment tous les jours. C'est le jour où on a besoin de quelque chose que cet objet ne marche pas. Voilà pourquoi il ne faut pas dépendre que d'un seul objet et pourquoi est-ce qu'il faut être inventif. C'est-à-dire que, si par exemple, je sais pas moi, voilà, vous avez besoin de X ou Y objet et qui tombe en panne parce qu'à tous les coups il va tomber en panne dans ce moment-là, il va vous falloir trouver un plan B pour remplacer cet objet par un autre fabriqué, mais qui va faire le même taf. S'il y a un effondrement, à votre avis en ce moment-là, je pense qu'il serait aussi un petit peu temps d'en parler dans cette sphère. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a des lois qui passent sur le fichage des gens par rapport au fait qu'ils détiennent des armes, leur opinion politique, leur opinion religieuse, la santé, etc. À votre avis, c'est pourquoi? Vous pensez vraiment que s'il y a un effondrement, s'il y a une guerre civile, s'il y a un soulèvement des citoyens face à l'État, parce que c'est un État incompétent, je suis désolé de le dire, hein, mais à un moment, il va falloir aussi un peu le dire, hein. Et je parle vraiment des hauts placés, hein, pas de ceux qui sont en dessous, qui se font écraser, qui se font marcher dessus et qui malheureusement sont utilisés. Mais ça se vérifie à chaque fois, tout le monde le dit. S'ils fichent les détenteurs d'armes à feu, c'est parce que le jour où il y a un effondrement, ils comptent bien aller les rechercher. Il faut bien se dire que l'argent que vous avez, ce n'est pas le vôtre. Je ferai aussi une vidéo sur l'argent. L'argent que vous possédez, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État que l'État vous prête en fait, hein. Et en fait, cet argent, concrètement, il n'a aucune valeur. C'est du papier. C'est du papier, il n'a aucune valeur.
Tout comme le fait que vous prenez une licence de tir, et ben, cette arme ne vous appartiendra pas. Elle appartient à l'État et elle vous la loue. Donc à partir de là, en fait, en prenant ces objets-là, et en vous disant je vais être résilient en achetant, en passant le permis de chasse, en passant la licence de tir. Non, 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 les gars, non, non, vous n'êtes pas résilient du tout. Parce que les premiers qui vont se faire réquisitionner, ça va être vous, ça va être nous. Donc c'est pour ça qu'il faut que derrière on ait des plans B, qu'on ait de l'imagination pour pallier à nos besoins, tout simplement. Et donc il faut arrêter de rester dans cette petite bulle en se disant de toute façon, moi si j'ai mon calibre 12 avec mes stocks de bouffe, avec mes médicaments et avec mes outils, je serai tranquille. Non, 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 vous allez être les... À mon avis, s'ils veulent vraiment faire une réquisition, ils feront une réquisition chez tout le monde. Pour l'instant, ils ne le font pas. Mais peut-être que ça peut arriver. À mon avis, vu comme ils sont incompétents, je pense que ça ne se passera pas comme ça, ou alors ça sera vraiment très minime, parce qu'ils sont même pas foutus de gérer une crise sanitaire qui était prévisible depuis plusieurs mois, et on la voyait arriver, ça nous arrivait en plein dans la gueule, mais on n'a rien fait. À mon avis, ce genre de choses, je pense que ça n'arrivera peut-être pas. Mais justement, la résilience, c'est se dire que peut-être que ça peut arriver et il faut trouver une solution. Donc voilà, à chacun de trouver sa solution. Moi, j'ai trouvé la mienne, à vous de trouver la vôtre. Donc voilà, pour revenir à la résilience, en général, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il faut vraiment que vous touchiez à tout. Touchez à tout, apprenez le plus possible et... Et vraiment, arrêtez d'acheter bêtement, arrêtez de consommer bêtement en pensant que ça va vous aider. Euh, pour devenir autodidacte, moi, ce que je vous recommande, vraiment, les recommandations, c'est déjà d'utiliser le moins d'argent possible, être le plus proche de la pauvreté, pardon, parce qu'il faut bien se dire que si vous avez 100, 200 000 euros sur votre compte, le jour où il va y avoir un effondrement, votre argent il sera perdu. Par contre, les connaissances que vous auriez pu acquérir pendant tout ce temps, bah, en fait, vous ne l'avez pas eu. Ça, par contre, ça peut rester, parce que vous pouvez le faire passer à votre famille, à vos proches, vous pouvez apprendre aux gens. Par contre, transférer de l'argent qui ne vous appartient même pas pendant une crise à votre famille, ça sera impossible. Il suffit juste de regarder par rapport aux crises qu'on a eues ces derniers mois. Ils ont, je crois, limité un retrait de 100 ou 150 euros par personne et par semaine. Donc voilà, à partir de là, vous savez très bien que vous l'avez dans l'os si on veut si vous voulez récupérer l'argent, en fait. Donc investissez dans des choses, dans des objets utiles, dans du savoir, dans un atelier. Investissez dans un atelier. Investissez si vous voulez toujours garder de la monnaie. Qu'est-ce qu'on fait depuis des décennies pendant les guerres? Qu'est-ce qui a le plus de valeur, les bouts de papier ou l'art et l'argent et l'or? L'argent et l'or, c'est une valeur sûre, parce que même s'il y a un effondrement, ça sera toujours utile. Alors, encore une fois, parce que ça, c'est un argument aussi que j'entends souvent, parce qu'un coup j'en avais discuté avec mon père de l'argent, il me dit mais de toute façon l'or c'est pareil que l'argent, enfin l'argent, la monnaie. C'est juste parce qu'on a dit que ça valait de l'argent que les gens, que le marché fait en sorte que ça vaut de l'argent. Non, pas du tout. De l'argent papier, on ne peut rien fabriquer avec. Par contre, de l'or ou de l'argent, c'est un super conducteur. C'est pour ça que ça vaut très cher. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est le platine. Le platine, je crois que ça vaut plus cher que l'or aujourd'hui, parce que c'est un conducteur encore meilleur. Donc ça permet de fabriquer des circuits électroniques encore plus puissants, plus performants. Et c'est ça qui fait que ce matériau est super précieux. C'est pas parce qu'on fabrique des bijoux avec. Ça, c'est juste une manière de stocker en fait l'or. Mais voilà, un objet, un matériau a de la valeur que parce qu'il est nécessaire à la fabrication de quelque chose. Donc voilà, investissez dans des métaux, ça c'est utile. Investissez dans le titane, investissez dans l'acier, investissez dans tout ça. C'est pas en investissant dans du mobilier, dans de l'immobilier, pardon, je vais dire du mobilier, de l'immobilier que vous allez vraiment être résilient. Ah oui, peut-être que sur le court terme,
vous allez gagner de l'argent. Par contre, ça va vous en coûter énormément. Mais le jour où tout s'effondre, ou si par exemple un jour, je sais pas moi, il y a une attaque, n'importe quoi, que votre maison est rasée, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez la louer? Est-ce que vous allez la reconstruire? Il y aura plus rien, ça sera fini. Alors que de l'or stocké quelque part, eh ben ça, vous pouvez le 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 revendre, le rééchanger contre de la nourriture, contre, des formations, contre plein de choses. Dans 200 ans, je suis sûr que l'or aura quasiment toujours autant de valeur. Bon, on aura peut-être trouvé des matériaux plus, performants, mais l'or, ça reste une valeur sûre. Enfin, en tout cas, les minerais, précieux. Voilà. Donc, voilà un petit peu par rapport à ça. Donc, vraiment, pour être, autodidacte, arrêtez d'être riche. Vraiment, être riche, c'est tout sauf bien pour moi, dans un cadre de résilience. Les modes d'emploi, balancez-les, vraiment, je déconne pas, hein. Vous prenez votre mode d'emploi, vous le jetez à la poubelle et vous vous mettez devant l'objet et vous vous dites: «OK, comment est-ce que je vais faire pour apprendre à l'utiliser?» Donc c'est comme ça que vous allez, toucher l'objet, comprendre, voir comment il réagit, comprendre son fonctionnement, son mécanisme et vous allez peut-être même, ça arrive régulièrement, vous allez peut-être même, lui trouver d'autres, comment dire? D'autres qualités. Dans le sens où, avec peut-être un je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Un truc pour faire sécher la salade là, vous savez les trucs qu'on tourne là que les grands-parents ont? Et ben avec ça par exemple, on peut imaginer faire une dynamo. Et bah, de base, c'est pas fait pour être une dynamo, pourtant vous allez fabriquer une dynamo avec. Voilà, c'est ça être résilient. C'est pas, acheter des haches, acheter des fusils, acheter des munitions. Alors il faut un minimum le faire bien sûr, comme l'eau, comme la nourriture, comme tout, voilà, comme l'énergie. Mais il faut pas s'arrêter là. Il faut pas, se reposer sur ses lauriers. Il faut vraiment, s'intéresser à tous les sujets et toujours le plus important, c'est une question. Une seule question suffit à devenir autodidacte. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ma montre, toutes les secondes, change, avance d'une seconde? Comment est-ce que ça se fait que cette machine, cet ordinateur, arrive à savoir qu'une seconde, c'est une seconde? Eh ben, on va la démonter, on va, chercher sur internet tout simplement, comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, on va prendre les numéros de référence des puces qu'il y a dessus. On va peut-être chercher comment se brancher dessus. On va chercher des tutoriels de, comment lire, comment programmer un certain langage informatique qui a permis de coder cette montre et c'est comme ça qu'on va trouver dans le code source de la montre, comment ça se fait que, une seconde, réelle correspond à une seconde dans la machine. Voilà, c'est ce genre de truc, vous voyez? C'est tout con, mais il suffit de chercher, il suffit de se poser la question: «Pourquoi?» Pourquoi est-ce que je sais pas moi? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Hem, on va prendre l'exemple du panneau solaire. Comment fonctionne un panneau solaire? Eh ben, on va chercher, toujours pareil, c'est des questions. Donc bien sûr, on va quand même un minimum dépendre, sûrement d'une source ou de quelque chose pour trouver l'information. Mais c'est ça qui fait, qu'on va vraiment, dépendre du minimum de gens. Ou alors au lieu de chercher sur internet, parce que ça c'est encore, le niveau, de facilité le le plus facile, et ben, je sais pas moi, on va peut-être essayer d'analyser, de le démonter. Ça commence par là. Démonter l'objet, donc je vais pas le faire parce que je l'ai quand même payé, une dizaine d'euros, ça me ferait chier de le casser. On va le démonter, on va essayer de voir, en quoi, est composé le panneau. On va peut-être faire des mesures électriques pour voir le voltage de chaque truc, comment ça réagit selon, si on met par exemple que des UV, si on met, que de la lumière rouge, si on met tout le spectre lumineux, si on met du chaud, si on met du froid. C'est comme ça en fait qu'on va comprendre comment réagit l'objet, hem et qu'on va comprendre, son fonctionnement et qu'on va peut-être pouvoir le détourner ou le refabriquer. Parce qu'il y a d'autres moyens de fabriquer des sortes de panneaux solaires comme ça, qui permettent de générer de l'électricité grâce, je crois que c'est les UV, hein, je suis plus sûr, je sais plus si c'est, la chaleur générée par les UV sur la plaque ou si c'est les UV qui stimulent, je crois que c'est ça, hein.
C'est des UV qui stimulent en fait des sortes de petites plaques. Alors je sais plus quel matériau c'est. En fait, ça va exciter des électrons. Et ces électrons-là, en fait, vont partir dans les fils. Donc il y a un fil plus, un fil moins. Et en fait, je crois que c'est ça, hein, ils sont positionnés de manière à séparer les deux polarités, plus et moins, pour que d'un côté il y ait le plus, de l'autre côté il y ait le moins. Et comme ça, on récupère peut-être 0,5 volts ou 1 volt. Et toutes les cellules ensemble vont faire qu'on peut sortir 6 ou 7 volts du panneau. Et derrière, on fout un régulateur qui permet de sortir de l'USB. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui permettent vraiment d'être résilient. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant, à vous de vous sortir un petit peu les doigts du cul. Vous pouvez prendre n'importe quel objet de votre maison, par exemple, et au lieu de chercher sur Internet, donc ça c'est vraiment la solution la plus, on va dire, la plus efficace mais la plus facile, et c'est nul parce que le jour où il y a quelque chose, où vous allez être face à votre voiture qui est en panne ou je sais pas, peut-être que vous n'allez pas avoir Internet parce que le moment où vous avez besoin d'Internet, ça fonctionne pas, parce que la météo est mauvaise, parce que je sais pas quoi. Et c'est ce jour-là qu'il va falloir être un minimum débrouillard. Donc savoir analyser, c'est la première chose à savoir faire. Analyser, comprendre, assimiler un principe, parce que même si tout est régi par la même règle universelle, comment dire, chaque objet a un petit peu, ou une voiture n'aura pas exactement la même mécanique, le même fonctionnement, le même principe de fonctionnement qu'un vélo. Par exemple, même si grossièrement c'est à peu près pareil. Bon, un vélo n'aura pas le même fonctionnement qu'une trottinette. La trottinette n'aura pas le même fonctionnement qu'une trottinette électrique, etc. Voilà. Mais ça vous permet quand même d'assimiler un principe, des principes, et ça va vous permettre peut-être de détourner ce principe-là pour en faire quelque chose d'autre, ou pour tout simplement savoir le réparer. Donc vraiment, prenez un objet quelconque. Désolé, hein, je vous dis ça après 20-26 minutes, mais au moins ça permet de voir aussi si vous êtes patient, parce que la patience, c'est aussi un très gros... il faut être patient, c'est super important. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens pas patients sur Internet aujourd'hui, et c'est malheureux, même dans la vie de tous les jours. Donc prenez un objet, vous voyez, comme là j'ai un extincteur devant moi, à la limite, je vais pas le faire là parce que j'en ai qu'un seul, mais l'idée, ça serait d'en acheter peut-être 2. Sur le coup, vous allez vous dire, ouais, mais attends, mais je vais pas payer 10 balles pour casser le truc. Ouais, mais peut-être que si derrière vous savez comment ça fonctionne, ça vous permettra d'en fabriquer à la chaîne, dans votre petit atelier avec des objets de récupération. Donc au final, est-ce que c'est rentable ou non? Bah ouais. Si sur le long terme, ça vous permet de savoir en fabriquer ou de fabriquer des objets un petit peu correspondant à un extincteur pour vous permettre de faire d'autres choses, bah ouais, c'est carrément rentable en fait. Donc voilà, je pense qu'on voit trop le côté monétaire à chaque fois. Est-ce que c'est rentable au niveau de l'argent? Donc pas forcément, ou alors vous en récupérez un vieux, tout simplement, si vous n'avez pas d'argent. Vous allez vous chercher des vieux extincteurs abandonnés dans des vieux bâtiments, et vous les démontez, et voilà. Faut être débrouillard, et moi je pense que vraiment ça commence par faire de la récupération et essayer de comprendre quelque chose. Après forcément, il faut un minimum d'outils derrière pour peut-être comprendre un fonctionnement comme un panneau solaire. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit, on n'a qu'à prendre une mesure avec par exemple un multimètre pour voir s'il y a de l'électricité dedans, quelle polarisation c'est, etc. Mais par exemple, pour être résilient face à un multimètre, on peut par exemple prendre d'autres objets, une LED. Vous prenez une LED, vous savez qu'à partir de 1 volt, 1 volt et demi, à partir de 1 volt, 1 volt et demi, la LED s'allume. Et vous savez que si vous mettez votre LED sur les... il faut connaître le seuil de tolérance, encore une fois. Peut-être que si vous mettez trop de voltage, la LED va cramer. Donc voilà. Si vous la mettez sur le plus et le moins, selon le sens, vous allez déjà trouver la polarisation du panneau. Et si vous voyez qu'elle s'allume, vous savez que le panneau fournit en électricité entre tel volt et tel volt. Et si ça crame, vous savez que ça dépasse. Si ça s'allume pas, vous savez que c'est en dessous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et pareil, voilà, pour savoir de combien à combien une LED encaisse en voltage, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais donc au final, il faut aller sur Internet pour chercher ça. Je sais pas moi, réfléchissez 2 minutes, vous prenez une pile d'1,5 volt, vous le testez dessus, vous prenez une pile de 3 volts, une pile de 5 volts, une pile de 6 volts, une pile de 9 volts, une pile de 12 volts, et vous voyez bien à quel voltage ça pète.
et à partir de là, vous connaissez plus ou moins, donc bien sûr, c'est approximatif, mais le but, c'est pas de fabriquer un ordinateur, c'est juste peut-être d'allumer une lumière ou de prendre de savoir une polarisation. Donc voilà, avoir des données approximatives, c'est amplement suffisant pour ce qu'on compte faire. Voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui font, que vous êtes vraiment quelqu'un de résilient. Pour moi, un résilient, c'est pas, encore une fois, c'est pas un mec qui va dépenser un quart de son salaire dans du matériel et qui ne va pas savoir l'utiliser, qui va attendre le jour J pour apprendre à s'en servir et qui va le péter et qui ne saura pas le réparer. Non, il faut arrêter ça et il faut vraiment faire de la récup au maximum, bricoler au maximum, développer des outils innovants et voilà. Et ça passe aussi par l'entraide. C'est pour ça qu'il faut que chacun, avec nos petites connaissances, on puisse aider les autres et que les autres puissent nous aider. Il faut vraiment que ça parte sur un échange équivalent, voilà, dans les 2 sens. Sinon ça ne peut pas fonctionner. Bon, je me fais pas plus long, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vous lancer dans l'autodidactie, j'espère voir de plus en plus d'autodidactes, en France ou même dans le monde parce que c'est vrai que ça manque énormément. Je trouve que beaucoup de gens ne sont pas assez débrouillards, en fait, hein. Vraiment, c'est malheureux et encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir, la science infuse. Mais j'espère, voilà, par mes petites expériences avec ce que je vous ai dit là, les exemples, et beh, j'espère vous motiver, hem à faire pareil, à vous lancer dans l'autodidactie pour peut-être le devenir. Je pense que voilà, c'est être autodidacte, c'est ne pas être feignant, face à un problème. Aujourd'hui, on a la facilité, donc les gens sont devenus feignants et c'est ce qui fait que le monde va mal parce que les gens ne prennent pas, ne font pas d'efforts, ne font rien pour chercher à comprendre et ils veulent du tout cuit encore une fois et c'est vrai que c'est de je pense que pour beaucoup, c'est de plus en plus agaçant, de devoir rabâcher les mêmes trucs alors que l'info est déjà dispo sur internet ou alors il faut juste chercher un petit peu et se sortir les doigts du cul encore une fois. C'est voilà, on en revient toujours au même point, il faut se bouger. Il faut arrêter de glander, d'attendre, le bec ouvert comme des oiseaux. Allez, bonne journée à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous êtes un autodidacte, si vous avez même des bricolages comme ça. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez déjà bricolé, imaginé et fait. Voilà, des gens qui vous disent: «Non, c'est pas possible» et que vous le faites. En plus de ça, bah, c'est quelque chose d'innovant. Ça m'intéresse vraiment. Voilà, je vous donnerai à la rigueur d'autres exemples, la prochaine fois par rapport à des trucs que j'ai pu inventer étant gamin, complètement loufoques et qui ont marché. Et voilà, je trouve que c'est super passionnant en vrai, sans parler forcément de la survie et cetera. C'est super passionnant et c'est rigolo. Moi franchement, je m'amuse en fabriquant des objets et je vous motive à le faire. Allez, à plus!